montrer comme ça parce que vous ne verrez pas. Avant de commencer, alors peut-être plus les enfants, plus répondez si vous voyez, est-ce que ça vous effraie aussi ce dessin? Robin. Il a connu, mais je ne sais plus. D'accord. Si c'est pour intervenir comme ça, tu te tais. Non, Robin, je t'aime beaucoup. Mais bien sûr. Mais est-ce que ça te fait peur? Non, ça fait pas peur. Le petit-fils de Marivonne, ça fait pas peur non plus. Ben, vous savez, alors, avant de commencer vraiment, quand j'étais enfant et que j'avais à peu près votre âge, ou 8 ans, comme tu as dit, puisque j'avais l'âge à peu près du Petit Prince. Pardon, je n'ai pas montré de ce côté. Tu as peur? Bon. T'as pas peur. Alors écoutez-moi, lorsque j'avais à peu près votre âge, j'avais chez moi un ouvrage d'illustration où on pouvait voir des dessins, c'était pas des photos, des dessins de bêtes féroces. Et il y en avait une qui me terrorisait, c'était un serpent boa qui était en train de digérer un éléphant, une bête fauve. Et moi, ça me faisait peur de voir cette perspective comme ça de déglutition. Mais comme j'étais un peu passionné par le dessin, moi j'ai essayé de reproduire aussi des dessins de bêtes fauves. Et j'avais donc fait le dessin d'un serpent boa en train d'avaler un éléphant. Vous voyez, pour moi, il y a la tête du serpent ici, et puis il y a les fesses du serpent. Il y a le dos du serpent, et puis la tête avec les oreilles, et puis la trompe qui descend comme ça. En fait, c'est ça que je dessinais. L'intérieur. Et moi, ça me terrorisait parce que je me disais, ben, le serpent, il doit être énorme pour avaler un éléphant. Et un jour, il y avait des amis chez mes parents, un soir, qui venaient manger, et je leur ai montré, j'aurais demandé, j'aurais dit, mais vous avez peur de ce dessin-là? Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu voudrais qu'on ait peur d'un chapeau? Alors pour les enfants, même si vous m'avez dit que vous n'aviez pas peur, mais vous constaterez que nous, adultes, on finit toujours par comprendre, mais il nous faut un petit peu de temps quand même. Et après, ben, insidieusement, on m'a fait comprendre que peut-être il ne faudrait pas que je m'oriente pour faire un métier comme ça de dessinateur. Apparemment, je n'avais pas les talents. Et donc on m'a un peu orienté pour que je fasse un métier peut-être plus sérieux, en tout cas plus essentiel. Et lorsque, mine de rien, je me suis retrouvé moi-même adulte, eh ben, je savais piloter les avions. Parce que j'avais étudié pour piloter des avions. Mais je ne regrette pas parce que j'aime beaucoup piloter des avions. Et donc j'ai volé. J'ai volé toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus haut. J'ai volé après le soleil, toujours plus loin vers l'ouest. Ou alors en passant de l'autre côté, côté est, afin de mieux le réveiller. J'ai volé un peu partout dans le monde jusqu'à une certaine panne dans le désert du Sahara il y aura 6 ans, au mois d'août. J'étais seul. Pas de passagers avec moi, pas de mécanicien non plus. Je me suis retrouvé comme ça, disons seul, au milieu de nulle part. Écrasé par un horizon de dunes. Des dunes à perte de vue, et du sable, et du vent, et un soleil qui nous tapait dessus. Aucun moyen de communiquer, ma radio était morte. Mais surtout, je ne pouvais compter que sur une provision d'eau que j'avais estimée à 8 jours, pas plus. Donc je devais réparer ce moteur, coûte que coûte. C'était une question pour moi de vie ou de mort.
Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan, quand une drôle de petite voix m'a dit « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Donc je vous rappelle que j'étais au milieu du désert. Je le regardais avec des yeux sans doute gros comme ça. Je me demandais si je ne rêvais pas encore ou si je n'étais pas déjà sous le coup d'une insolation. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me demanda à nouveau « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Alors j'ai pris une feuille de papier, un stylo, et j'ai griffonné machinalement, tout en le regardant, le seul dessin dont j'étais capable, celui de mon enfance, à savoir le serpent boa avalant un éléphant. Et là, je fus stupéfait d'entendre ce petit bonhomme me répondre « Non, 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 je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. C'est très dangereux, un boa. Et puis un éléphant, c'est très encombrant. Et chez moi, c'est tout petit. » Donc je me suis appliqué à essayer de dessiner un mouton. J'ai fait à peu près ça. Ah non, 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 il est malade. Et je ne veux pas d'un mouton malade. Alors j'ai pris une autre feuille, j'ai dessiné celui-là. Ah mais non, c'est pas un mouton ça, c'est un bélier. Il a des cornes. Donc, je m'acharne toujours à faire un autre dessin. Oh non, regarde celui-là, il est trop vieux et moi je veux un mouton qui vive longtemps. Alors je vous rappelle que j'avais un moteur à réparer, moi. Donc autant dire que si je n'étais pas à fleur de peau, j'étais légèrement sur les nerfs, voyez-vous. Donc je griffonnais ce dessin-là, un peu exaspéré. Écoute-moi bien, tu vois ça? Tu vois ce que c'est? Ça, c'est quoi? C'est une caisse. Le mouton que tu veux est dedans. Et alors là, je vois mon petit bonhomme s'illuminer. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il lui faille beaucoup d'herbe? De quoi de l'herbe? Pourquoi faire de l'herbe? Parce que chez moi, je t'ai dit, c'est tout petit. Ah oui, ah bah, oui, bah bien sûr, hein, si chez toi c'est tout petit, tu sais, ça suffira, hein, c'est un tout petit mouton. Chut, a-t-il fait comme ça? Et la tête penchée sur le dessin, comme essayant de regarder par un trou de la caisse, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Pas mal de temps pour comprendre d'où il venait, ce petit prince. Il me posait beaucoup de questions, mais il semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés comme ça, au hasard, qui peu à peu m'ont tout révélé. Tiens, lorsqu'il vit pour la première fois mon avion, par exemple, il me demanda ce que c'était que cette chose-là. Et oh, dis donc, c'est pas une chose, c'est un avion, c'est même mon avion. Ça vole. Ah bon? Toi aussi, tu viens du ciel? Qu'il fait comme ça le plus naturellement possible. Pourquoi? Parce que toi, tu viens d'une autre planète? Mais il ne répondit pas. Il s'enfonça dans une rêverie profonde. Et de mon côté, je plongeais les mains dans ce fichu moteur. Après plusieurs minutes de silence, il me dit « Tu vois, ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira aussi de maison. Si tu veux, je te dessinerai une corde et un piquet. Comme ça, tu pourras l'attacher pour qu'il ne s'en aille pas. Où veux-tu qu'il aille? Je sais pas, moi, droit devant lui. Ma planète est tellement petite.
Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Alors moi, j'alimentais un peu, je faisais l'intéresser, je lui demandais le nom de sa planète, mais il n'en savait rien. Et surtout, je dois dire qu'il s'en fichait un peu. Il était content, je me souviens, parce que il avait fait cette découverte. Un mouton, avait-il dit, un mouton, ça mange les arbustes. Ce à quoi j'avais répondu, oui, tu sais, un mouton, ça mange un peu tout et n'importe quoi, mais surtout de l'herbe, des arbustes, tout ce qui est végétal, quoi. Donc, avait-il poursuivi, ça doit également manger les baobabs. Alors, je lui fis remarquer gentiment et un peu amusé que un baobab n'était pas à proprement dit un arbuste. Mais comme le petit prince avait réponse à tout, et je dois avouer que ses réponses n'étaient pas dénuées de bon sens, il me répondit avec sagesse que les baobabs, avant de grandir, tous les baobabs, ça commence par être petit. Sur sa planète, il y a, comme sur toutes les planètes, des graines. Certaines donneront de bonnes herbes et d'autres de mauvaises. Une graine est invisible à l'origine. Une graine, à l'origine, ça dort d'abord. Ça dort dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'il lui prenne fantaisie de se réveiller. Alors elle s'étire, la graine. Elle s'étire et elle pousse d'abord timidement en direction du soleil. S'il s'agit d'une brindille de rosier, par exemple, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une brindille qui pousse d'une graine de baobab, lui, sur sa planète, il prend le temps d'arracher les brindilles de baobab. Quand il est encore possible de le faire, bien sûr. Parce qu'après, si on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Les baobabs perforent la planète de ses nombreuses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, eh bien, ils la font éclater. Tout simplement. Je dois l'avouer, j'ai énormément appris à son contact. Il avait une façon, je dirais, mélancolique de poser son regard sur la plupart des choses. Les plus petites, les plus banales, celles que je ne remarquais pas ou que je ne remarquais plus du fait de l'âge, d'être adulte. Tiens, c'est comme les couchers de soleil. Allons en voir un qu'il fait comme ça, un jour, en crapahutant déjà une dune afin de s'installer au mieux. Pardon, mais t'as encore un peu de temps, hein, il est exactement 12h06. Il s'est retourné, et quand il a compris, il a ri d'un beau rire clair. Qu'est-ce que j'aimais ce rire. Je me crois toujours chez moi. Parce que chez moi, ma planète est si petite que l'on peut assister à 43 couchers de soleil en une seule journée. Et puis soudain, ses grands beaux yeux se sont comme recouverts d'un voile. Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil.
Alors avec tout ça, nous étions tout de même à la veille du 5e jour. Mais j'y pense, qu'il me fait comme ça. Mais un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Bah oui, un mouton, je t'ai dit, ça mange tout, donc même les fleurs. Mais même les fleurs qui ont des épines. Donc je vous rappelle que nous étions le 5e jour, que je m'échinais à remettre ce fichu moteur en marche sous peine de finir complètement desséché. Et je commençais, je dois le dire, vraiment à paniquer. Donc je lui réponds, sans réfléchir, et je l'avoue un peu sur les nerfs, oui, même les fleurs qui ont des épines. Mais alors les épines, alors à quoi ça sert? Mais j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les épines, à quoi ça sert? Ça sert à rien, les épines. Voilà, les épines, eh ben tiens, je vais te dire, les épines, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Il y eut un silence. Et au bout d'un moment, avec une sorte de rancune dans la voix, j'ai entendu qu'il disait « Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Et toi, tu crois que les fleurs... Écoute, tu me saoules avec tes questions. Là, je crois rien du tout, moi. Tu vois, je crois rien du tout. Ce moteur, je dois le dire, m'avait mis à bout. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'en fiche des épines, tu entends? Je m'en fiche. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Et alors là, il me fait un retour de balle. Tu parles comme les grandes personnes, en fait. Tu confonds tout. Tu mélanges tout. Je connais, moi, une planète où il y a un monsieur qui n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile de sa vie. Il n'a jamais aimé personne. Jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, là, il répète, heureux comme toi, il répète, je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux, moi, je suis un homme sérieux. Et alors, ça le fait gonfler d'orgueil. Mais c'est pas un homme, ça. C'est pas un homme, je vais te dire, c'est un champignon. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Et il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et c'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ça n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur Rougeau. Et si je connais, moi, si je connais une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part ailleurs, sauf sur ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, c'est pas important, ça? Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et c'est pas important, ça? Il était là. Il était là devant moi, se déverser en larmes. La nuit était tombée. Il y avait quelque part sur une planète une petite rose à protéger. Et surtout, il y avait sur ma planète, là, au milieu des dunes, il y avait un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le berçai, la fleur que tu aimes. La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Tu veux, je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je savais pas trop quoi dire. Je me sentais tellement maladroit. Comment l'atteindre, ce petit bonhomme? Comment l'atteindre ou le rejoindre? C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Et bien vite, j'appris à connaître cette fleur qui avait germé un jour sur sa planète. D'une petite graine apportée on ne sait pas d'où. Le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Et puis un matin, elle s'était montrée, à peine éveillée. « Oh, je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. » Le petit prince alors ne put contenir son admiration. « Que vous êtes belle. » Et donc il avait pris soin d'elle, la nourrissant d'eau fraîche, la protégeant du vent, en la mettant sous globe la nuit, répondant à tous ses désirs, à tous ses caprices, ne sachant pas ce que modeste signifie,
La fleur arborait fièrement les 4 épines qui poussaient le long de sa tige. Et lorsque le petit prince décida un matin de quitter sa planète, quand il arrosa une dernière fois la fleur, « J'ai été sotte, lui dit-elle. Je te demande pardon. Je t'aime, moi aussi, mais tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Non, laisse ce globe tranquille, je n'en veux pas. Je ne suis pas si enrhumé que ça, tu sais. Et puis l'air de la nuit, ça me fera du bien. Et puis j'ai mes griffes, je ne crains rien. Et puis, il faut que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. » Et elle l'a chassé. Elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. La première planète qu'il visita était habitée par un roi. Ce monarque absolu, mais surtout universel, puisqu'il régnait sur toutes les planètes qu'il voyait, donnait surtout des ordres raisonnables. Il faut exiger de chacun, disait-il, ce que chacun peut donner. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Après ce cours de démocratie donné par un monarque, la deuxième planète visitée par le petit prince était habitée par un vaniteux. « Ah, voilà la visite d'un admirateur !» s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince. Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. « Bonjour, dit le petit prince. Vous avez un drôle de chapeau. »« C'est pour saluer, lui répondit le vaniteux. Pour saluer quand on m'acclame. »« Ça veut dire quoi, m'acclame » dit le petit prince qui ne comprenait pas tout. « Frappe tes mains l'une contre l'autre, conseilla le vaniteux. » Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua, faussement modeste, en soulevant son chapeau. Mais après 5 minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. « Pardon, mais pour que le chapeau tombe, que faut-il faire ?» Mais le vaniteux ne l'entendit pas, non. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ?» demanda-t-il au petit prince. « Qu'est-ce que ça signifie, m'admire ?»« Reconnaître que je suis le plus beau, le mieux habillé, le plus riche, le plus intelligent de la planète. Mais puisque tu es seul sur ta planète, fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. »« Je t'admire, » dit le petit prince en haussant un peu les épaules. Et le petit prince s'enfuit. Alors la planète suivante était habitée par un buveur qui plongea le petit prince dans une profonde mélancolie. En effet, le buveur lui avoua qu'il buvait car il avait honte. Mais à la question retournée par le petit prince afin de connaître la raison pour laquelle il avait honte, ce dernier lui dit de boire. La 4e
planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. 3 et 9 au 5, 5 et 7, 12, 2 et 3, 15... Bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 7, 28, ce qui fait donc 501 622 731. Voilà, c'est... De quoi 1, 2, quoi, 501 millions de là, de comment ça s'appelle, allez, allez, laisse-moi tranquille, là, donc, non, de quoi répéta le petit prince qui, je le répète, jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Ah, ben là, c'est une chose là que l'on voit quelquefois dans le ciel, là. Des mouches? Non, pas des mouches, là, c'est quand même ces choses-là qui brillent. Des abeilles? Non, c'est ce truc là qui ne font rêvasser que les feignants. Des étoiles? Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais moi je suis sérieux, moi. Allez, bon, allez, joue, laisse-moi tranquille. Mais que fais-tu de ces 501 millions? Ah, je le possède. Les étoiles? Ouais. Mais à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? À être riche. Mais à quoi cela te sert-il d'être... À en acheter d'autres étoiles, si quelqu'un en trouve. Posséder les étoiles? Ah, moi, elles sont à moi. J'ai pensé le premier. À moi. Pourquoi faire? Compter. Je les compte, les recompte, les gère, les digère. C'est difficile, c'est sérieux. Parce que c'est sérieux, parce que je suis sérieux. Car je suis un homme sérieux, moi. Moi, je suis un homme sérieux. Moi. Moi, j'ai une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède également 3 volcans que je ramène toutes les semaines. C'est utile à mes volcans. Et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais toi, tu n'es pas utile aux étoiles. Ah, moi, Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'enfuit. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Quand il allume son réverbère, eh bien c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus, ou une fleur. Et quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur, ou l'étoile. Et c'est une occupation très jolie. Et c'est véritablement utile, puisque c'est joli. Le petit prince salua respectueusement l'allumeur. « Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»« Oh, c'est la consigne, répondit l'allumeur. C'est la consigne. » Et il alluma son réverbère. « Bonne nuit. »« Ah non, mais qu'est-ce que la consigne ? C'est d'éteindre mon réverbère. » Et il l'éteignit. « Bonjour. » Puis après s'être épongé le front avec un mouchoir à carreaux, je fais là un métier terrible. Autrefois, j'éteignais le matin, j'allumais le soir, mais le drame aujourd'hui, c'est que la planète tourne de plus en plus vite. Un tour par minute, vous vous rendez compte? J'allume et j'éteins une fois par minute. Le petit prince le regarda. Et il aima cet allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. La 6e planète était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Un géographe, mon petit, ne quitte pas son paix bureau. Il laisse à l'explorateur le soin de répertorier les fleuves, les villes, les montagnes. Mais dis-moi, toi, tu sembles venir de loin, alors tu vas me décrire ta planète. Oh ben, chez moi, vous savez, dit le petit prince, c'est pas très intéressant. C'est tout petit. J'ai 3 volcans et une fleur. La fleur ne m'intéresse pas.
Ah bon, pourquoi ça? C'est pourtant la plus belle chose que je possède. Eh, peut-être, mais par principe, les fleurs sont éphémères, menacées de disparition prochaine. Alors le petit prince eut un instant le regret d'avoir laissé sa rose toute seule sur sa planète. « Que me conseillez-vous de faire » demanda-t-il au géographe. Et donc le vieil homme parla de la planète Terre, qui avait bonne réputation à cette époque-là. Et c'est donc ainsi que la 7e planète fut visitée par le petit prince, et que ce fut la Terre. En débarquant dans le désert du Sahara, le petit prince fut d'abord surpris de ne voir personne. Il ne savait pas, lui. Et même il crut s'être trompé de planète, quand tout à coup un anneau couleur de lune remua devant lui dans le sable. « Bonne nuit » fit le petit prince à tout hasard. « Sur quelle planète suis-je tombé ?»« Sur la Terre, en Afrique » répondit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre, il leva les yeux vers le ciel. Je me demande si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Tiens, regarde. Regarde, la planète. Tu la vois, elle est juste là au-dessus de nous. Et comme elle est loin, elle est belle, répondit le serpent. Que viens-tu faire ici? J'ai des problèmes avec une fleur, dit le petit prince. Ah, fit le serpent. Et ils se turent. Puis, après avoir regardé longtemps le serpent, le petit prince dit: « Dis donc, t'es une drôle de bête, toi, quand même. Mince comme un doigt, mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. » répondit le serpent, « et je puis t'emporter plus loin qu'un navire. Celui que je touche, celui-là, je le rends à la terre dont il est sorti. » Et ils se turent à nouveau. Le petit prince traversa le désert et il ne rencontra qu'une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout qui lui dit avoir le souvenir d'homme qu'elle aurait aperçu il y a de cela fort longtemps, 6 ou 7, elle parlait des hommes, 6 ou 7, pas plus, sans racines, le vent les promène au gré de son souffle. Il fit ensuite l'ascension d'une haute montagne, puis il découvrit une route, et on sait bien que les routes mènent toutes chez les hommes. Un jardin fleuri de roses égayait la piste. Le petit prince se sentit très malheureux, car sa fleur, à lui, prétendait être la seule de son espèce dans l'univers. Or voici qu'il en était peut-être 5000 ou plus, toutes semblables, dans un seul jardin. Moi qui me croyais riche d'une fleur unique, je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça, et mes 3 volcans, ça ne fait pas de moi un bien grand prince. Et alors, couché dans l'herbe, il pleura. Et c'est à ce moment-là qu'apparut le renard. Tu es bien joli, dit le petit prince. Viens jouer avec moi, je suis tellement triste. Mais le renard lui répondit qu'avant tout, il devait être apprivoisé, qu'il leur fallait avant tout créer des liens. Pour le moment, lui dit-il de loin, pour le moment, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus, pour le moment. Mais si tu m'apprivoises,
nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Et je serai pour toi unique au monde. Ah. Et je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. S'il te plaît, apprivoise-moi aussi, dit le renard. Mais moi je veux bien, répondit le petit prince, mais j'ai pas beaucoup de temps, hein, et j'ai tant de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître, alors qu'il faut être patient. Il faut des rites aussi. Un rite, c'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Et alors il dit encore au petit prince de retourner voir le jardin fleuri de roses au bord de la route. Et tu comprendras alors que la tienne, la rose de ta planète, elle est unique au monde. Et alors le petit prince s'en fut revoir les roses. Et il comprit le sens des paroles du renard. Et quand il revint vers le renard pour lui dire adieu, ce dernier lui dit « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. » Et le petit prince s'enfuit. Il croisa un aiguilleur dont le travail consistait à gérer des trains bondés de gens pressés en quête de quelque chose sans doute, mais de quoi? Et puis le petit prince rencontra un marchand de pilules qui apaisait la soif. Une par semaine et plus besoin de boire. Grosse économie de temps. 53 minutes, mesdames et messieurs. 53 minutes par semaine pour soi, rien que pour soi. Alors à ce moment du récit, je venais de boire la dernière goutte de ma réserve d'eau. Donc ça faisait 8 jours que j'étais dans ce désert à tenter de réparer le moteur de mon avion. Cherchons un puits, me dit le petit prince, comme ça. Alors, oui, je sais, il y a un côté absurde à chercher un puits comme ça, au hasard, dans le désert du Sahara. Et cependant, qu'est-ce qui nous a poussé à faire ça? Mais nous nous mîmes en marche. La nuit finit par tomber en silence. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur que l'on ne voit pas, dit le petit prince. Et le désert est beau parce qu'il cache un puits quelque part. Après un temps, il s'était endormi, je le pris dans mes bras, je me remis en route. Ainsi chargé de ce trésor fragile, je découvrais au lever du jour un puits. Alors, je dois dire que l'étrange de cette découverte, c'est que le puits n'était pas un puits que l'on peut trouver éventuellement dans un désert. Non, il ressemblait à un puits de village, de nos villages à nous, un de chez nous, je veux dire. Mais j'avais beau regarder de tous côtés, il n'y avait aucun village, à perte de vue, que des dunes. Le petit prince toucha la corde, il fit jouer la poulie qui gémit comme gémit une vieille girouette de clocher dans nos villages à nous. « Tu entends, dit-il, nous réveillons ce puits, et il chante. » Nous étions sauvés. Enfin, je respirais, enfin on pouvait boire. Qu'est-ce que j'étais heureux. Pourquoi fallait-il donc juste de la peine? « Il faut que tu tiennes ta promesse, me dit doucement le petit prince. »« Quelle promesse? Ben, tu sais bien, une muselière pour mon mouton. Je suis responsable de cette fleur. » Alors je crayonnais une muselière quand il lâcha ces mots. « Ça fera 1 an demain. Je suis tombé tout près d'ici. » Ah, donc c'est pas un hasard, hein. Je veux dire, le matin où je t'ai connu,
En fait, tu cherchais à revenir là. Le petit prince rougit. Je vous ai dit, ne répondez jamais aux questions, mais quand on rougit, hein, c'est que ça signifie oui, n'est-ce pas? Quelque chose me traversa d'un coup, comme si la peur la prenait soudain chair en moi. Tu dois maintenant repartir vers ta machine, me dit-il. Je t'attendrai ici. Reviens demain soir. Il y avait à côté du puits une ruine de vieux murs, un vieux mur de pierre. Et lorsque je revins le lendemain, j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes. Et je l'entendis qui parlait. « Tu ne t'en souviens pas ?» disait-il. Bah, c'est vrai que c'est pas tout à fait ici, mais avoue que c'est pas très loin quand même. Une autre voix lui répondit sans doute, puisqu'il répliqua « Mais si, c'est aujourd'hui. Mais en fait, t'as tout oublié, toi. » Je ne voyais ni n'entendais toujours personne, et pourtant le petit prince répliqua de nouveau « Quand il fera nuit, si tu veux, moi j'y serai. Tu n'auras qu'à suivre ma trace dans le sable. » Alors j'étais à 20 mètres du mur, je voyais toujours rien. Et pourtant, je l'entendis clairement dire « T'as du bon venin au moins, j'aurais pas trop mal. » Je fis halte, le cœur serré. « Maintenant, va-t'en, je voudrais descendre. »« Pars !» continua-t-il. Et alors j'abaissai les yeux vers le pied du mur et je fis un bond. Il était là, dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en 30 secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, mais au bruit que je fis, le serpent se faufila entre les pierres du mur. Je fonçai comme un fou au pied du mur pour mieux hurler sur mon petit prince. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors maintenant tu parles avec des serpents? Il me regarda gravement. Et il m'entoura le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur, là, comme celui d'un petit oiseau fragile qui se meurt. Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi maintenant. Mais comment tu sais ça? Comment tu sais que j'ai réparé? Je t'ai encore rien dit. Et il ne répondit pas, mais il ajouta mélancolique. Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. Mais c'est bien plus difficile. Je sentais qu'il se passait quelque chose extraordinaire. Alors je le serrais dans mes bras fort, très fort. Et cependant, il me semblait qu'il m'échappait. Vous comprenez, j'avais l'impression qu'il coulait d'entre mes bras, qu'il le serrait pourtant, comme des tenailles afin de le retenir. Parce que je le sentais qu'il tombait dans un abîme, je sentais bien qu'il m'échappait. Alors il avait le regard sérieux, perdu très loin. Et il conservait ce sourire tellement mélancolique. Petit bonhomme, je vais encore t'entendre rire. Cette nuit, ça fera 1 an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombé l'année dernière. Petit bonhomme, tu m'entends? Dis-moi que c'est un mauvais rêve, cette histoire de serpent. Réponds-moi, s'il te plaît, réponds-moi. C'est important que je sache. Son regard se voulait rassurant. Ce qui est important, me dit-il, ce qui est important ne se voit pas. Tu sais, c'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, eh ben c'est doux la nuit de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. C'est comme pour l'eau. Celle que tu m'as donnée à boire était comme une musique. À cause de la poulie et de la corde, tu t'en souviens? Eh bien, la nuit, tu regarderas les étoiles. Toutes. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et il se mit à rire. Et je retrouvai le vrai visage de mon petit prince, que j'aime entendre ce rire. Tiens, ce sera mon cadeau. Pour chacun des hommes, tu sais, les étoiles ont une signification de tout temps. Pour les uns qui voyagent, les étoiles, ce sont des guides. Et puis pour d'autres, elles ne sont rien que des petites lumières. Et pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Et pour mon businessman, tu t'en souviens, elles étaient de l'or. Et ben toi, quand tu regarderas le ciel la nuit, eh bien, ce sera comme si toutes les étoiles se mettaient à rire. Et toi aussi, tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et ils rient encore. Et quand tu seras consolé, parce qu'on se console toujours, tu sais, eh bien, tu seras content alors de m'avoir connu. Et tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir. Et puis tes amis seront bien étonnés de t'entendre rire en regardant le ciel. Et alors tu leur diras, eh ben oui, les étoiles, moi, ça m'a toujours fait rire. Et ils te croiront fou. Et il rit de plus belle, en avouant ce vilain tour qu'il me jouait. Et puis il redevint sérieux. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. J'aurais
l'air d'avoir mal, j'aurai un peu l'air de mourir. C'est comme ça, ne viens pas. Je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand enfin je réussis à le rejoindre, il marchait, décidé, d'un pas rapide. Alors il me prit par la main. « Oh, t'es là. T'aurais pas dû, t'auras de la peine. » Moi, je me taisais pour ne pas pleurer. Laisse-moi faire un pas tout seul maintenant. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Un instant, il demeura immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement, comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit, à cause du sable. Alors maintenant, bien sûr, ça va faire 6 ans, au mois d'août. Je me suis un peu consolé. Enfin, pas tout à fait non plus. Ce que je sais, c'est qu'il est revenu à sa planète. J'ai pas retrouvé le corps au lever du jour. Alors en même temps, c'était pas un corps très lourd. Je veux dire qu'il se pourrait bien, peut-être que quand... Je sais pas. Ce que je sais, c'est que j'aime la nuit écouter les étoiles. Mais quelque chose m'angoisse depuis que je me suis rappelé que j'avais oublié d'ajouter une petite courroie de cuir à la muselière que je lui avais dessinée pour le mouton. Vous savez, je lui avais dit que je dessinerais le mouton. Et sans courroie, ça sert à rien. Il n'aura jamais pu attacher au mouton. Alors je sais pas, mais je me dis quelquefois que peut-être que le mouton, peut-être qu'il a mangé la fleur. Et alors si en répondant à mes questions, je dis non, le petit prince protège toujours sa fleur sous son globe de verre. Il la surveille bien. Il a un œil aussi sur son mouton. Et voilà, tout se passe bien, je suis heureux. Et toutes les étoiles rient doucement dans la nuit. Et si... Parce qu'il suffit de rien, il suffit d'être distrait une fois, une seule fois. Alors si je réponds oui, et oui, le mouton il a mangé la fleur. Alors là, le rire des étoiles se change en larmes. Pour vous, qui aimez aussi le petit prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas a, oui ou non, mangé une rose. Il suffit de regarder le ciel. Regardez le ciel. Regardez le ciel et posez-vous cette question. Le mouton a-t-il, oui ou non, mangé la fleur? Et selon la réponse que vous donnez, vous verrez comme tout change.